Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a parfois un souffle de climatisation lorsque vous êtes à bord d'un navire ? Cette semaine, direction les chantiers navals de Saint-Nazaire où nous retrouvons Hervé, directeur technique innovation. Au sein de Axima Marine, il intervient à la fois pour la marine de croisière et la marine militaire afin de penser la CVC, climatisation, ventilation et chauffage à bord des navires. Et forcément, cela pose un certain nombre de contraintes par rapport à un bâtiment terrestre. On parle du même métier, on a les mêmes bases, mais on a des contraintes environnementales qui sont radicalement différentes. La première, c'est le climat. C'est-à-dire que quand on construit un bâtiment terrestre, il est designé pour son climat local. Donc ici, ça va être du 32 degrés max et puis du moins 5 degrés. Quand on construit un navire de croisière, il est designé pour un climat tropical. Donc ça veut dire chaud, humide. Et il peut être designé pour un climat extrême nord, pour moins 20 degrés. Donc déjà, on a une amplitude de conditions de dimensionnement qui est très très importante. Et ensuite, les navires, quels qu'ils soient, sont appelés à voyager, à naviguer sur des eaux internationales, donc ne sont pas en référence à une loi territoriale. Donc on est soumis à une règle qui n'est pas du tout applicable en terrestre, une règle qui s'appelle la SOLAS, c'est Safety of Life at Sea. Et cette règle nous définit comment on construit un navire vis-à-vis de la sécurité incendie. Donc ce qui fait qu'on a un contexte réglementaire qui est complètement international. Et pas du tout national en l'occurrence. Ces deux critères font donc une différence de taille entre une installation terrestre et une installation marine. Aujourd'hui, le monde du transport maritime se décarbone et cela pose un certain nombre d'enjeux énergétiques. À ce jour, le transport maritime représente environ 3% des émissions de gaz à effet de serre. C'est équivalent au data center, c'est équivalent au transport aérien, c'est équivalent à l'empreinte gaz à effet de serre du Japon par exemple. Donc c'est pas rien, c'est assez important. Et donc, à ce titre, le secteur maritime se mobilise pour y répondre. Et ensuite, il ne faut pas oublier non plus que le transport maritime, c'est quasiment 90% des marchandises qui sont transportées dans le monde. Et aussi, c'est un acteur majeur du commerce mondial qui est en pleine croissance, quoi qu'on en dise. Donc, si aujourd'hui, on représente 3% des émissions de gaz anthropiques, en 2050, du fait des prévisions d'augmentation de trafic, c'est 17% qu'on représenterait. Donc, les enjeux sont énormes en réalité. Dans un navire, le principal facteur d'émission de carbone, c'est la propulsion. Vous savez, ces hélices qui permettent de pousser le navire vers l'avant, eh bien, elles sont gourmandes en énergie. Par conséquent, les armateurs s'intéressent depuis des années aux solutions possibles pour décarboner ce poste de dépense d'énergie. D'un point de vue technique, on peut utiliser la force du vent en déployant des voiles, ou bien mettre en place un système de bullage sous la coque pour limiter la traînée des navires. D'un point de vue plus macro, on peut aussi tout simplement réduire la vitesse et améliorer le routage des navires afin de réduire leur empreinte carbone. Mais, et Hervé le sait bien, la propulsion n'est pas le seul levier de décarbonation des navires. La climatisation, la ventilation et le chauffage, ce qu'on appelle aussi l'HVAC en anglais, sont aussi de grands postes de consommation d'énergie. Notre première action, je dirais plutôt, ça a été d'essayer de comprendre d'où venaient nos sources d'énergie dépensées pour l'HVAC. Et pour ce faire, en fait, on a développé différents outils. Il y a deux outils qu'on a développés. Le premier, c'était un outil qui s'appelle CO Tools, qui nous a permis de calculer l'empreinte carbone de nos installations appliquées au milieu maritime. Donc cet outil il avait vocation en fait à plus un usage commercial, de nous permettre de définir l'empreinte carbone, de travailler sur des options techniques. Et dans la dynamique de la création de ce premier outil, on en a créé un deuxième qui lui avait vocation pour le coup à définir le profil de consommation énergétique d'un navire pour comprendre l'environnement, histoire de pouvoir aussi mettre des pourcentages d'énergie consommée et forcément avec un focus sur notre installation HVAC. Et finalement, ces deux outils nous ont permis de comprendre quoi ? C'est l'installation HVAC, l'enjeu majeur, c'est la consommation énergétique. On le voit très vite et on l'a très bien vu grâce à cet outil. Et ensuite, le deuxième outil de caractérisation du profil énergétique des navires nous a permis de constater, notamment pour un navire à passagers, par exemple, qu'on est le deuxième poste de consommation énergétique et on représente quasiment 85% de la conso à terre. Vous l'avez entendu, un navire de croisière ne consomme pas seulement de l'énergie en mer, mais aussi à quai quand il est à l'arrêt. Le cycle d'utilisation d'un navire à passagers, c'est qu'il va faire escale dans un port.
Barcelone, Marseille ou autres, hein, des très beaux endroits la plupart du temps. Et durant les escales, les gens vont sortir pour visiter le port, mais pas tout le monde. Donc le navire va rester utilisé. L'équipage reste à bord. Donc ça veut dire que sur un navire à passagers où tu as 7000 passagers, tu as quand même 3000 personnes en équipage. Donc il y a toujours la cuisine qui fonctionne, il y a toujours les blanchisseries qui fonctionnent, l'hôtellerie fonctionne pour préparer les repas du soir, etc. Donc le bateau, c'est une petite ville, hein. Elle continue de fonctionner quand ils sont à quai. Ce qui fait que finalement, le besoin de climatisation est quasiment constant. Et c'est simplement l'apport de propulsion qui a disparu. Le navire reprend la mer, ils vont naviguer souvent la nuit. Et là, par contre, la consommation énergétique globale du navire est multipliée par 6 ou 7. Et ces 6 ou 7, le rapport, c'est lié à la propulsion. Alors quels sont les grands chantiers pour la CVC à bord des navires ? Nous, quelque part, on est en train de suivre ce qu'on a vécu dans le terrestre, parce que finalement, dans le terrestre, la réflexion sur la consommation énergétique a été plus poussée, les réglementations étaient différentes, les contraintes étaient différentes. Aujourd'hui, dès lors qu'on comprend, on a des leviers qui sont l'amélioration de l'efficacité des systèmes. Donc ça, c'est travailler sur des produits nouveaux, des équipements nouveaux qui nous permettent d'avoir de la performance énergétique un peu supérieure. Mais également aussi l'intégration, par exemple, des systèmes automatiques qui vont nous permettre peut-être d'avoir un suivi des dérives énergétiques sur les systèmes qui sont un peu plus optimum. Et ensuite, peut-être aussi interroger nos pratiques, parce que pour répondre à une contrainte du milieu maritime qui est la compacité, c'est-à-dire qu'un des leitmotifs du design CVC dans le milieu maritime, ça a été de construire compact. Pour faire compact, en termes de construction génie climatique, il faut aller très vite dans les réseaux. Donc on est encore un des domaines d'activité où on utilise ce qu'on appelle les réseaux de vitesse. Ça veut dire qu'on consomme beaucoup d'énergie à véhiculer l'eau, véhiculer l'air, véhiculer nos fluides caloporteurs. Et donc, une des pistes, c'est aussi de réinterroger ces pratiques, c'est-à-dire de se dire, est-ce qu'on ne peut pas diminuer les vitesses, histoire de moins consommer ? Mais ça veut dire aussi qu'on prendra plus de place dans les navires. Donc voilà, il y a une remise en cause un peu des bases de design pour effectivement essayer de réduire ces consommations. Pour penser ces équipements très performants, peu polluants et les plus compacts possibles, il faut avoir le goût du challenge. Et il faut dire qu'Hervé est un passionné de technique qui a toujours aimé chercher des réponses aux problèmes les plus compliqués. J'aime la technique, c'est ce qui m'a, d'une certaine manière, construit, professionnellement en tout cas. Et donc, j'aime comprendre comment fonctionnent les choses et essayer de faire en sorte d'être en adéquation entre le schéma de fonctionnement que j'ai en tête et ce que je conçois ou ce que je vois, en fait. Une des choses qui m'a beaucoup attiré dans la marine, c'est qu'on est responsable de notre design. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'intermédiaires. Entre nous et le chantier, il y a finalement très peu d'intermédiaires. Il n'y a pas vraiment de bureau d'études, si on fait un parallèle avec le schéma d'organisation terrestre. Et donc, on design et on est responsable. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi. Et derrière, quand on est responsable, on se responsabilise. et finalement, on essaye d'imaginer à quoi va servir l'objet qu'on conçoit. Et c'est vrai que le bon exemple des premiers transports ou porte-hélicoptères qui ont été fabriqués à Saint-Nazaire, c'était assez nouveau, il y avait une installation assez nouvelle où c'est un navire qui, en résumant, quand il est exposé à un risque bactériologique ou chimique, va se pressuriser. On gonfle le navire afin d'éviter que des gaz toxiques puissent rentrer le navire. Et en réalité, c'était quelque chose qu'on avait à l'époque, je pense, assez peu fait à Saint-Nazaire. Et donc, fallait se projeter sur l'utilisation, fallait se poser la question, et d'ailleurs, je me suis souvent posé la question, est-ce que j'accepterais d'être dans un navire conçu de telle façon ? Et c'était en fait la projection de mes propres exigences que j'appliquais à cet ouvrage, histoire de trouver la bonne solution et d'être sûr que ça réponde à toutes mes questions. Et d'une certaine manière aussi au cahier des charges, je pense. Si la marine de croisière est en train d'amorcer un profond virage pour réduire ses émissions, eh bien la marine militaire explore également ses solutions pour réaliser des économies d'énergie. La problématique de l'empreinte énergétique de nos installations, les installations militaires n'y sont pas insensibles non plus, même si, il faut le reconnaître que l'exigence numéro 1 d'un navire militaire, c'est quand même son opérabilité. Donc c'est-à-dire que c'est un ouvrage qui doit continuer à fonctionner quelles que soient les conditions. Et je ne vais pas dire que l'énergie est secondaire, mais c'est vraiment le critère numéro 1. On doit garder un navire efficace, facile à entretenir, facile à opérer. Mais néanmoins, c'est un critère qui est de plus en plus pris en compte dans nos cahiers des charges, c'est-à-dire la consommation énergétique de nos installations. Et donc, c'est des choses avec lesquelles on discute avec nos clients, on leur propose, on essaye d'évaluer si c'est faisable ou pas, parce que souvent, des solutions économes en énergie vont générer de la contrainte technique et il faut évaluer le pour et le contre. Mais au moins, et c'est d'ailleurs, je pense, une de nos forces, on est capable de le faire, d'en discuter avec nos clients. C'est aussi
le moteur de l'innovation que d'être capable de proposer des idées qui sont loufoques, parce que ça peut faire rebondir sur quelque chose qui va avoir un intérêt à long terme, dans un second temps. Au-delà de la dimension technique de son métier, Hervé est également un transmetteur qui partage son expérience auprès des nouvelles recrues. Souvent, expliquer, c'est difficile, c'est-à-dire qu'il faut utiliser des formulations simples, mais qui, à côté de ça, on explique de la physique, donc c'est pas si simple que ça. Et des fois, on est obligé de retrouver des formulations un peu originales ou des visualisations un peu originales. Et ça, c'est assez marrant. C'est surtout des représentations graphiques de certains phénomènes. Et ça permet de visualiser les choses. Et on en revient finalement au graphique. C'est pas la première fois que j'utilise ce terme-là. Souvent, les choses pour moi répondent à un schéma. Et c'est peut-être l'expression de ce schéma que j'ai dans la tête que j'essaye de faire à travers des schémas ou des dessins. Quelque part, c'est peut-être ça. Des schémas, des dessins, voilà qui n'est pas sans rappeler la grande passion d'Hervé sur son temps libre, la peinture. Je peins ce qui me passe par la tête, au sens propre du terme d'ailleurs. Je suis en train de dessiner et de peindre un carnet de voyage. Donc je peins mes états d'âme. Donc des fois c'est un peu bizarre. Ce sont des images un peu issues de mes rêves ou issues de mes phobies, issues de mes psychos, je sais pas trop, mais actuellement c'est ça et je trouve que c'est assez marrant. Et j'y mets des textes souvent, j'essaye de mettre des textes associés. Donc ça ressemble plus à de la psychanalyse qu'à de la peinture, je crois. Mais c'est assez intéressant parce que ça me permet de réfléchir autour de ce que veut dire la représentation graphique de quelque chose, un pont. On a un pont devant nous, c'est le passage d'un monde à un autre, tu vois, c'est ce petit exercice du moment, c'est un peu le fond, quoi. C'est de dessiner des symboles que je décris après et pour essayer de progresser dans ma tête d'une certaine manière, je pense. Si l'art est la façon dont nous communiquons nos idées, l'ingénierie est la façon dont nous transformons ces idées en réalité. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des Coins. À bientôt pour un prochain portrait.